Alors, salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va continuer à bosser sur Splunk. Je vous avais présenté un petit CTF, j'avais répondu aux 10 premières questions, on a 32 questions, ça va nous permettre de parfaire nos connaissances sur Splunk. On continue en blue teaming, on va analyser une APT sur un serveur, essayer de comprendre qui fait quoi, ce qui s'est passé. On va revoir le principe de kill chain, hein. La cyber kill chain, techniquement en, en rouge ou en bleu, c'est euh, les méthodes opératoires d'attaque qu'on appelle MOA, que va utiliser un attaquant, d'accord, pour lancer une cyberattaque. Une cyberattaque, c'est une succession de plus petites étapes importantes, d'accord, et à chaque étape, on a des tactiques, des techniques et des procédures qui sont associées, hein. Le principe de Cyber Kitchen a été développé par Lockheed Martin dans le complexe militaro-industriel, plus précisément de l'aérospatiale, de l'aéronautique, puisque les grosses boîtes américaines étaient quelque peu espionnées, hein, et on avait beaucoup de d'APT. Donc, c'est typiquement ces boîtes qui travaillent pour le complexe militaro-industriel qui sont à la pointe et qui ont créé ces cadres de ciel. Vous connaissez Mitre? Eh ben, c'est pareil. Mitre, bah, pourquoi? Bah, parce que complexe militaro-industriel. D'accord? Pourquoi ce principe de cyber kill chain? Parce que Lockheed Martin, d'accord? Lockheed Martin, vous savez qu'ils font un peu tout. Ça va de l'espace au monde militaire, à l'aéronautique. Donc, on va revoir les concepts, mais on va répondre à quelques questions déjà pour rafraîchir notre mémoire et vous allez voir que justement à notre disposition, on a ce qu'il faut pour travailler un peu, hein. Donc j'ai pris le Quick Reference Guide et on a les concepts qui sont exposés, les métriques, les événements, les fameux tags, l'index type, le search type, les index, le pivot, le modèle de données, hein. Donc ça, il faudra bosser, vraiment bien comprendre, on va s'en servir, mais voilà ce que vous devez avoir en tête. On va utiliser les commandes search command, les commandes de recherche communes, le ddap, l'eval, le fields, le hit tail, lookup, rename, rex, le search, le sort, le stat, etc., etc. Donc je vous mettrai comme d'habitude tout en description, mais je vous ai dit qu'on va avoir des requêtes un petit peu plus poussées, hein. Et vous voyez qu'on a aussi de l'éval, hein. On va pouvoir évaluer tout simplement. En l'occurrence, on peut calculer soit des valeurs exactes, soit des flottants. On peut calculer un cosinus. euh, bref, des, des logs, hein. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de choses, du MD5, etc., etc., etc. Faire un arrondi, substring, time, type of. Donc il y en a beaucoup si vous êtes matheux. Si vous faites de la programmation, ça ne devrait pas être un secret pour vous, puisqu'on les utilise couramment. D'accord? Comment grouper, hein, comment faire du reporting, des recherches avancées, etc., etc. Donc voilà, expression régulière, très important, hein, ça, il faudra l'apprendre par cœur, j'ai envie de dire. Ça va vous servir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors les amis, on va répondre à quelques petites questions, ça va nous chauffer. Donc les requêtes Splunk commencent toujours par cette commande implicitement, sauf indication du contraire. De quelle commande s'agit-il? Vous pouvez effectuer des requêtes supplémentaires pour affiner les données reçues. Cette commande doit être ajoutée au début. Alors, on fait des recherches. Ok. Donc, il va être toute la documentation. Donc, Search, c'est la première façon de naviguer dans les données dans Splunk. Vous pouvez écrire euh, une requête, enfin une recherche, pour récupérer les événements à partir de l'index, utiliser des commandes de statistiques pour calculer les métriques et générer des rapports. Vous pouvez également spécifier des conditions spécifiques en jouant, je vous l'avais montré sur la fenêtre au niveau de l'euro d'attache.
On peut identifier des patterns hein, dans notre data, on peut prédire les futures tendances et ainsi de suite. Donc vous pouvez transformer le langage SPL qu'on appelle Splunk Search Process Language et la recherche, hein, les search peuvent être également sauvegardés en tant que rapport et utilisés pour faire des dashboards. Lors de recherche de valeur, il est assez courant dans le domaine de la sécurité de rechercher des événements inhabituels. C'est rare. Ouais, top. Donc, affiche la globalité, hein, le to, the most, ou le moins, hein, le plus ou le moins des valeurs communes d'un champ. Donc ça, c'est au niveau du common search common. Alors, qu'en est-il de l'inverse? Bah, c'est ce qu'on vient de voir. Ouais, on a vu quoi? Rare et l'inverse, c'est le top, hein, puisqu'on a le most et on a le least common value. Alors, lorsqu'on importe des données dans Splunk, elles sont stockées où? On parle toujours, je vous ai dit, tout est index. Et des vues qui nous permettent d'effectuer systématiquement des recherches. Comment s'appelle-t-elle? Bah, vous l'avez vu, on travaille sur quoi? On a des rapports, donc ça, on peut créer des rapports, mais on travaille sur un tableau de bord. Dashboard en anglais. L'importation de données ne se déroule pas toujours comme prévu. Nous pouvons parfois nous retrouver avec plusieurs copies des mêmes données. Quelle commande incluons-nous dans notre recherche pour supprimer ces copies? Alors, on y était tout à l'heure. On a quoi? Dans les command search commands, on a GDAP. Hein. Retirer les résultats subséquents euh, qui correspondent à un critère spécifique. D'accord? Donc c'est DDAP. Splunk peut être utilisé pour faire plus qu'un simple SIEM. Il est couramment utilisé dans le marketing pour suivre les choses telles que la durée d'un voyage d'achat sur un site web. Bon, c'est mal traduit du début à la fin. Quelles commandes pouvons-nous inclure dans notre recherche pour suivre la durée de ces paires d'événements? Alors, on travaille sur c'est des transactions, je pense. Transactions, puisque tout est transactionnel. Les transactions, il vous le dit, groupe de recherche, enfin, euh, résultat de recherche groupée qui fusionnent dans des transactions. Alors, d'une manière similaire à Linux, nous pouvons canaliser entre guillemets les résultats de recherche dans d'autres commandes. Enfin, canaliser, je pense qu'ils veulent dire piper. Donc, comment on pipe sous Linux, vous le savez, et ça, cette commande, on va l'utiliser beaucoup, énormément, hein. Vous allez voir par la suite. En effectuant des données avec Splunk, ironiquement, quel est l'outil de base? Il est utile de suivre les occurrences d'événements au fil du temps. Quelle commande incluons-nous pour tracer cela? Alors, c'est au niveau du temps. Ça doit être time. Qu'est-ce qu'on a? Time. Time modifier. Charts. Je pense que c'est ça. D'accord? Charts et time charts. Donc retourner les résultats de façon d'un tableur, hein, d'une table, en fonction bah, de l'horodatage. Donc si c'est des time series, je pense que c'est un time charts. Ça permet de voir les occurrences d'événements au fil du temps. Non, c'est pas ça. D'accord.
Ensuite, qu'en est-il si nous voulons recueillir des informations statistiques générales sur une recherche? Alors, statistique en anglais, stats. C'est les commandes d'un résultat entier. Donc les commandes non-streaming de non-flux, je sais pas comment on pourrait traduire en français, euh, que vous pouvez faire dans votre recherche. On peut utiliser dida, sort and stat. Et là, on voit qu'on a stat fournit des statistiques groupées par champ. Allez voir common stat functions. Ensuite, les données importées dans Splunk sont classées en colonnes, appelées des... Bah ça, je vous l'avais expliqué. Tout est champ, donc fields. Lorsque nous importons des données dans Splunk, nous pouvons voir leur point d'origine. Comment cela s'appelle-t-il? Je cherche l'aspect machine de cela. Ah bah, on travaille sur des autres, donc c'est host. Ouais. Les tags, hein. Donc, en tant qu'objet connu, vous permet de faire des recherches sur des événements contenant un champ particulier, ses valeurs. On peut assigner un ou plusieurs tags à une combinaison de champs valeurs. On peut inclure naturellement des types d'événements, des hôtes, des sources et des source types. Hein, je vous avais expliqué, source et source type, on s'en sert souvent. Les hôtes, c'est tout ce qui va concerner les machines, hein, concrètement, et le type d'événement en fonction de ce que nous remonte la data. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les quatre composantes, le type d'événement, les hosts, les sources et les types de sources. Nous importons des données dans Splunk, nous pouvons voir leur point d'origine à partir d'un système. Comment cela s'appelle type? Bah voilà, on a tout. C'est la source. Nous pouvons classer ces points d'origine, les regrouper tous dans des ensembles en les considérant comme un type spécifique. Utiliser la syntaxe trouvée dans la range plutôt que le nom propre. Bah ça c'est les types de sources. Lorsque nous exécutons des fonctions sur ces données, nous recherchons, nous utilisons une commande spécifique avant l'évaluation elle-même. Quelle est cette commande? C'est eval. Eval comme évaluation. D'accord? Ça, pareil, hein, je vous laisse le regarder. Après, c'est à vous de vous perfectionner là-dedans. Euh, Aimez-les ou détestez-les, l'expression régulière est un composant massif de Splunk. Quelle commande utilisons-nous pour spécifier une regex? Eh ben, c'est comme rex en latin, rex qui veut dire relex, hein, expression régulière. Rex en latin, ça veut dire le roi. Enfin là, l'expression régulière sera reine plutôt. Il est assez courant de créer des sous-ensembles et des vues spécifiques pour les utilisateurs. Splunk, moins technique, comment s'appelle-t-il? Alors, on parle de pivot et c'est des tables de pivot. Alors, on va regarder ça, je vais vous montrer vite fait. Pivot, hein, se réfère à une table, une charte ou une autre visualisation. Vous pouvez les créer en utilisant l'éditeur de pivot et vous pouvez mapper les attributs qui sont définis par le modèle d'objet de données euh, en visualisation de la data, d'accord? Sans écrire manuellement les recherches, d'accord? Donc les pivots peuvent être sauvegardés en tant que rapport et utilisés pour faire de puissants tableaux de bord, d'accord? Pour vos clients, pour faire des synthèses, pour vulgariser hein, et extraire la quintessence de la data, il est intéressant de faire des tables de pivot où on parle de pivot. Ensuite, alors, quel est le nom propre du champ de date d'heure dans Splunk? Je l'ai utilisé. Time et time commence par un underscore. Ok.
Comment puis-je inclure spécifiquement uniquement les valeurs trouvées dans ma recherche? Comme sous Linux, on a quoi? On a head. Si je fais tail 20, les 20 dernières recherches head. Excusez-moi, je me distrais. Plus utile que vous l'imaginez, comment puis-je inverser l'ordre dans lequel les résultats sont envoyés? Alors, on a tail, mais on peut utiliser aussi un reverse. Voilà. Vous voyez, tail 20, reverse. Hein. Donc reverse dans son ensemble, hein, ça intervertit l'ordre des résultats. D'accord? Si je vous disais par opposition, le N20 vous affiche les 20 premiers résultats, head, c'est tout en haut, d'accord? Et comme sous Linux, tail, c'est les 20 derniers, d'accord? Pensez à ça, la queue comme un animal, hein? La tête est devant, ça sera le début, les 20 premiers résultats, et le tail, c'est la fin, d'accord? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le reverse. Alors, lors de l'affichage des résultats de recherche, il est souvent utile de renommer les champs à l'aide des tables de valeurs fournies par l'utilisateur. Quelles commandes incluons-nous dans une recherche pour ce faire? Vous avez les tables de lookup, hein? Donc, pour chaque événement, on va utiliser la table de lookup, hein, pour localiser de l'utilisateur au groupe, hein, un- comment dire, une occurrence user au niveau de sa valeur à partir d'un événement. D'accord? Donc là, on fait lookup, user to group, user output group. D'accord? Ça nous permet d'affiner nos recherches. D'accord? Là, on va pouvoir lire, on va lui mettre input en entrée, le lookup, user to group. Ça permet de travailler sur nos transforms, hein, au niveau des fichiers de conf. Et on peut écrire également les résultats du lookup dans un fichier user.csv. Là, je fais un output lookup user.csv. D'accord? Donc ça, pareil, extrêmement utile. Alors, collecter les événements dont des délais spécifiques à utiliser dans le traitement ultérieur. Quelle commande incluons-nous? On va utiliser le saut de bucket. Définir des données dans les sections temps spécifiques à utiliser, dans les commandes de graphique. Quelles commandes utilisons-nous pour définir ces durées? Ceci est différent de la question précédente car nous ne collectons plus pour un traitement ultérieur. Alors, je crois que c'est span. Le redatage, hein, on va utiliser un span. Donc ça, après, on va voir comment les appliquer. Alors, lors de la production de statistiques concernant une recherche, pardon, il est courant de numéroter les occurrences d'un événement. Alors, ok, ça, on va faire un count pour compter. Un to count. Quel est le site web sur lequel vous pouvez trouver les applications Splunk? Alors, je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos, mais on a quoi? On a Splunkbase. Splunkbase.splunk.com. Alors, vous avez tout là-dedans. Ensuite, nous pouvons également ajouter de nouvelles fonctionnalités dans Splunk. Alors, on l'a vu, hein, j'en avais installé une, ça s'appelle les applications, c'est des apps. Le SOC, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'abréviation de Security Operations Center, centre d'opération de sécurité. Le CM, on revoit ce qu'on a vu la dernière fois. S, c'est le pareil, security. Ensuite, on traite quoi? Le I, c'est le information, hein, sécurité des informations et gestion des événements. Donc, events management. D'accord? Ça, vous devez l'apprendre par cœur. Qu'en est-il des bots? Alors, bots, je pense que c'est le jeu de mots, puisqu'on travaille sur le SOC of bots, je crois que c'est ça. Je vais revenir là-dedans. Voilà, bots, il est là. Et vous voyez que c'est Splunk, hein, c'est une série pour vous entraîner. On va le faire par la suite. C'est Boss of the SOC. D'accord? Donc BOTS, bots, abréviation, qui veut dire robot. Vous le savez, d'accord? Mais des robots informatiques.
pas des robots comme les connaissez, hein. Vous savez qu'on a ce principe de bots un peu partout pour automatiser, tout simplement, ou pour contrôler plusieurs bots. Dans ce cas-là, on parle d'un botnet, d'accord, sur Internet. Donc nous, c'est boss of the SOC, le boss du SOC. CIM. Alors, c'est le Common Information Model. Pareil, ça, il va falloir l'apprendre, aller voir, aller creuser, hein. Modèle commun d'information, typiquement. Et j'ai fait une coquille, common, voilà. Ensuite, quel est le site web où vous pouvez trouver les forums Splunk? Les forums Splunk. Alors, bah, c'est réponse, hein. Comment on dit ça en anglais? C'est answers, hein. Vous avez eu Splunk Base, c'est le même truc. Ça, c'est des answers et Splunk Base, c'est là où vous retrouvez toutes les ressources.com. Ok. En même temps, ça fait des années que je ne sais pas retourner. Donc je pense que maintenant c'est le community. Autant pour moi. Ok, d'accord. Donc là, on va faire maintenant le CTF, hein. On va creuser. Typiquement, qu'est-ce qu'on a? On a une machine. Alors, bienvenue à l'atelier Splunk euh, d'investigation, hein, de recherche, basé sur Boss of the Sock 2007. Donc ça date un peu, c'est le 2016. Et bah, ça va nous permettre de mettre la main, hein, sur l'outil et se baser sur un scénario d'APT et un scénario de ransomware. Donc ça a été développé en 2016, première itération de bots, hein. On a plusieurs bots, on les fera tous, vous inquiétez pas. Et donc durant cet atelier, on assume, hein, que vous êtes Alice Bluebird, un analyste qui a été recruté pour protéger et défendre les entreprises Wayne contre différentes formes de cyberattaques. Alors, on voit que le site a été defaced, hein, on l'a complètement défiguré. Alors, je vous mettrai toutes les ressources, mais on va parler un petit peu de la kill chain. D'accord? Donc, il y a une référence, Poison Ivy, hein, c'est un groupe APT, donc menace persistante à avancer qui a attaqué Wayne Enterprise, et on devra essayer de reconstruire l'attaque en utilisant le Lockheed Martin Kill Chain, hein, qu'on appelle aussi Cyber Kill Chain. Alors, on a ce qu'on appelle des traffic flow diagrammes, hein. Techniquement, vous voyez qu'on a une succession de 7 étapes. On commence toujours par la reconnaissance. On va récolter les adresses mail, récupérer des informations en se basant sur des conférences, faire de l'OSINT, d'accord? OSINT, énumération. Ensuite, weaponization, hein, militarisation. On va coupler un exploit avec une part dérobée qui va être délivrée par une charge utile militarisée. Troisième étape, on va délivrer cette charge utile. Le principe de militarisation, il peut avoir différents vecteurs d'attaque, hein. On peut envoyer à la victime un mail, ça peut être un site web qui est militarisé, ça peut être une clé USB, etc., etc. Ensuite, on a la quatrième étape, l'exploitation. C'est-à-dire, on va exploiter une vulnérabilité connue pour exécuter du code, hein, sur le système de la victime. Installation, on va installer, pardon, le malware sur la ressource disponible, hein, l'équipement informatique, etc., etc. Ensuite, le C2, Command and Control, qui va nous permettre, bah, d'avoir un canal de communication, d'accord, via le serveur de Command and Control, et ça va nous permettre de manipuler tout simplement à distance la victime. Enfin, 7, les actions et les objectifs, euh, avec hands-on keyboard, hein, les mains sur le clavier, un accès main sur le clavier, c'est-à-dire que vous contrôlez à distance la machine comme si vous y étiez dessus. D'accord? L'intruder va accomplir ses buts d'origine, hein, enfin, qui ont été définis par la partie malicieuse.